Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Alors commençons par le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, qui a participé ce mercredi à Bruxelles à la réunion ministérielle de l'Union africaine, Union européenne. Les ministres échangeront leurs points de vue sur le partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine, ainsi que sur les moyens de renforcer davantage la coopération en cette année marquante qui célèbre le 25e anniversaire de leur partenariat durable et unique. Le président de la Cour suprême de la Gambie, Hassan Boubacar Diallo, apprécie les avancées spectaculaires du Rwanda dans plusieurs domaines de ces dernières années. Le juriste gambien l'a laissé entendre ce mercredi à Kigali, un jour après avoir participé à la conférence internationale sur la sécurité en Afrique et a visité l'Institut rwandais de médecine légale. Suivez en image. D'abord, renouveler mes liens avec le pays. J'étais ici il y a pendant 13 ans comme procureur de TPR, mais je suis ici avec une nouvelle capacité, et comme le président de Cour suprême, Chief Justice de la Gambie. Et la mission était pour développer les liens de coopération entre nos systèmes juridiques. Et j'ai trouvé le président de Cour suprême ici et le président de la République aussi. Ils sont très intéressés dans cette coopération. Ils nous ont soutenus, ils nous ont reçus, ils soutiennent la coopération. C'est possible. Il y a partenariat. L'Institut de droit à Nyanza, par exemple, pendant plusieurs années, nous avons envoyé beaucoup d'étudiants ici. Même à cette année, il y a 8 étudiants gambiens qui poursuivent des courses là-bas. Et nous espérons continuer cette relation. Donc au niveau de capacity building, de training par exemple, c'est déjà là en place. Au niveau d'échange d'informations, échange d'expériences et des standards, c'est déjà aussi en place. Oui, après 13 ans, et puis je suis parti, c'est la première fois à 9 ans que je suis ici. J'étais absent pour 9 ans et j'étais surpris, plaisamment surpris. J'ai fait un tournée de Kigali, je ne reconnais pas les endroits. Je me souviens de noms, mais je ne reconnais pas beaucoup des endroits parce qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de transformations positives dans le pays. Et je félicite le président, son Excellence le président de la République, et le gouvernement et le peuple pour ce procès. Donc, comme j'ai dit, c'est une excellente facilité ici, au haut niveau. J'espère que les autres pays, y compris la Gambie, pourront utiliser ce centre aussi dans le processus des analyses pour soutenir le système judiciaire pénal. Le directeur général de l'Institut rwandais de médecine légale, le docteur Charles Kalangwa, se félicite de la contribution de cet institut dans l'amélioration du secteur de la justice dans le pays. Dans une interview avec la télévision rwandaise, le docteur Kalangwa a commencé par nous tracer le processus qui a conduit à avoir une institution efficace aujourd'hui. Ça a pris encore du temps parce que les services forensiques sont vraiment dynamiques. Ça change tout le temps, ça change en fonction de la technologie qui arrive. Mais le Rwanda a pris une décision stratégique d'investir d'une façon stratégique, régulièrement, en fonction de la technologie qui apparaît, des crimes qui apparaissent, il faut toujours marcher en fonction. Maintenant, quand on a commencé, bien entendu, on a commencé à chercher à résoudre le problème de la justice, parce qu'il y avait plusieurs cas, et la population, après la période post-génocide, il fallait trouver une preuve scientifique qui pourra guider les juges pour prendre une décision. C'est dans cette logique, dans cette optique que le gouvernement du Rwanda a signé des accords de collaboration avec l'Institut médico-légal de Hambourg en Allemagne. Mais à partir de ça,
parce qu'on envoyait très peu de cas en Allemagne pour les analyses et ça mobilisait beaucoup plus de ressources gouvernementales, mais aussi ça prenait du temps, entre 3 et 6 mois pour avoir les résultats. Le gouvernement du Rwanda a toujours cherché une solution durable, pour changer la donne, c'est-à-dire faire des analyses en local. C'est pour ça qu'il a investi sous le soutien de l'Office du président, de notre cher président Paul Kagame. Nous avons un soutien financier et de signer un contrat avec une firme pharmaceutique, plutôt une firme britannique, Chief Forensic Services, qui a gagné le marché et qui a construit sur les mesures internationales le laboratoire rwandais de forensique, Rwanda Forensic Institute, en 2011. Et le laboratoire a été officiellement inauguré en 2018, après avoir procédé à un exercice de vérification avec des experts. Et depuis cette période, on n'a pas stoppé les opérations de Rwanda Forensic Laboratory. Depuis 2018, en 2023, ils ont opéré dans 13 laboratoires. En 2023, le Conseil des ministres a pris une décision de mettre à niveau, le niveau le plus supérieur, c'est l'Institut. L'Institut, c'est le niveau de développement le plus supérieur, en fait. Parce qu'on avait procédé à l'évaluation, on a jugé bon, avec le soutien, bien sûr, de l'Institut néerlandais de Pays-Bas, et qui a procédé à l'évaluation, a donné un rapport, et ce rapport a été utilisé pour mettre à un niveau supérieur le laboratoire, venant du laboratoire à l'Institut. Pourquoi, au fait, ce changement brusque? Ce n'est pas brusque parce que ça a été prémédité, ça a été mis dans le plan stratégique de 5 ans quand on a procédé à l'inauguration officielle de Rwanda Forensic Laboratory. En 2023, on a changé la loi d'abord, donnant beaucoup plus de flexibilité. On ne travaille pas seulement pour le système judiciaire, mais on a ouvert pour quelqu'un d'autre, que ce soit les organes, l'organisation gouvernementale ou non gouvernementale, que ce soit localisé ici au pays ou à l'extérieur du pays, que ce soit les individus qui cherchent le service forensique, ils sont les bienvenus. Donc à partir de la loi, on a ouvert. Et maintenant, on est très occupé à pouvoir étendre les services, et élargir les services de 13 à 25, mais aussi à mettre sur pied un centre de formation pour les Rwandais, mais aussi pour d'autres Africains qui le réclament, parce que jusqu'à présent, nous avons 12 demandes et qui s'ajoutent avec d'autres nouvelles demandes qui viennent de Guinée-Conakry et de la Gambie aujourd'hui, et pouvoir former leur personnel juridique, et le personnel des organes, des instances judiciaires, mais aussi les organes de sécurité comme la police et compagnie. Alors, mais aussi, on a ajouté à notre volet recherche et développement. Parce que, comme je disais, il y a toujours des cas qui sont très compliqués, qui demandent qu'on amène des recherches. Développer les méthodes, par exemple, pour analyser tel échantillon. Ça demande que vous conduisez des recherches et vous partagez les recherches avec d'autres institutions qui travaillent dans la même plateforme. Donc, pour le moment, il y a deux choses très importantes. Donc, étendre les services de formation, services de prestation de services pour d'autres pays, mais aussi la formation qui sera pour tout pays qui souhaiterait former leur personnel dans ce domaine, pour qu'ils puissent avoir le minimum d'informations qui pourra aider la justice, parce que la justice est devenue comme la colonne vertébrale de la justice. Si vous n'avez pas la science pour la justice, vous ne pouvez pas opérer d'une façon équitable et impartiale.
Le docteur Kalangwa indique que l'Institut compte étendre ses activités hors de la capitale Kigali pour plus d'efficacité de service et à la population. Dans l'optique d'étendre la justice à tout le monde et surtout participer d'une façon efficace dans cette administration, le gouvernement du Rwanda a pris la décision d'étendre les services dans toutes les provinces du pays. Techniquement, nous avons opté pour 7 sites. Il y a site Rubavu, site Rusizi dans la province de l'Ouest. Il y a site de Houye dans la province du Sud, mais aussi le site de Ruhengeri, à l'hôpital de Ruhengeri, Musanze, dans la province du Nord, mais aussi le site de Rwamagana, dans la province de l'Est. Mais il y a d'autres sites qui sont spécialisés à 2 aéroports. L'aéroport de Kigali qui est pour le moment opérationnel, mais qui a besoin d'être plus renforcé. Mais aussi le site de l'aéroport international de Bugesera qui probablement s'achèvera dans 2026. Et le laboratoire sera déjà opérationnel pour aider l'aéroport à bien opérer et sans tarder les voyageurs internationaux. Le docteur Kalangwa, l'Institut rwandais de médecine légale, s'est aussi félicité de collaborer avec les organes similaires des autres pays pour le bien de la justice sur le continent. La visite du président de la Cour suprême, moi je trouve une opportunité encore qui s'ajoute à ce que nous avons. Vous avez suivi les discussions que nous avons eues avec. Elle voudrait bien collaborer, faire ses services, établir les services forensiques dans son pays. Donc, on a accepté, mais on doit encore passer par la voie légale. On va soumettre la requête à notre ministre en charge de la justice, parce que c'est la même politique, et je suis sûr que ça ne va pas tarder. Il va nous donner une orientation, mais déjà l'accord est là, parce que l'accord de principe est là. On est content des discussions que nous avons eues avec le président de la Cour suprême de Gambie, et on est bien disposé à coopérer, parce qu'il y a déjà cette optique qui va nous aider à étendre les sites ou les branches que nous allons établir dans les pays africains. Le Rwanda est sur le point de commencer à investir dans l'or comme réserve de change, à l'instar de ce qui se fait déjà avec le dollar américain. La direction de la Banque centrale du Rwanda, BNR, explique qu'il s'agit d'une décision visant à aider le pays à construire une économie stable. Le point avec Patrick Miridandi. La Banque nationale du Rwanda affirme qu'elle met en œuvre de stratégies concrètes visant à renforcer la résilience économique du Rwanda de manière durable. Le Rwanda déclare être sur le point de commencer à investir dans l'or comme réserve d'échange, à l'instar de ce qui s'est fait déjà avec le dollar américain. Les réserves en or d'une banque centrale font partie de ces réserves d'échange qui sont les avoirs en devises étrangères et en or détenus par la Banque centrale. Ces réserves permettent à la Banque centrale d'intervenir sur le marché d'échange et de gérer les flux des capitaux. La gouverneure de la Banque centrale du Rwanda, Soraya Hakuziyaremye, a expliqué à Arabier la portée de cette décision. Nous avons décidé qu'au cours du prochain exercice budgétaire, nous allons investir dans l'or, tout en mesurant les risques et analyser de près nos investissements dans le bond des trésors. Nous espérons que tout cela va bien se passer comme dans l'ensemble de nos investissements. Les analystes économiques affirment que la décision du Rwanda de stocker de l'or
est une bonne décision car d'autres pays du monde ont également choisi cette voie afin d'éviter les conséquences de politiques commerciales internationales trop changeantes en cette période. Des profonds bouleversements s'opèrent dans le secteur des finances et des investissements, la guerre des tarifications et des impôts entre les puissances économiques du monde. Bref, la guerre commerciale actuelle entre puissances économiques, il y a lieu de se poser des questions sur la stabilité du dollar comme monnaie refuge mondiale. Les gens ont déjà commencé à investir dans l'or comme valeur refuge dans plusieurs pays. D'un autre côté, cet économiste affirme qu'il n'est pas approprié que 100% de l'épargne du pays soit investie uniquement en or. Je pense qu'il ne serait pas sage d'investir massivement sur l'or et uniquement sur l'or. Nous pouvons choisir d'acheter une certaine quantité de tonnes d'or chaque année, mais d'une manière graduelle, car l'achat en masse peut avoir des répercussions fâcheuses. La Banque centrale du Rwanda affirme disposer de suffisamment de réserves d'échange en dollars américains pour aider le pays à pouvoir importer tout ce dont il a besoin pendant 4,7 mois. Cette méthode d'épargne en or viendra compléter la méthode traditionnelle d'épargne en dollars américains. Le montant de l'investissement qui sera investi dans ce projet d'achat d'or, qui servira à l'épargne nationale, n'est pas encore connu. Nous allons parler aussi aujourd'hui de la sécurité en milieu scolaire. Nous avons le point avec Jean Damascène Manishimwe. La plupart des écoles dans la ville de Kigali ont déjà des clôtures construites autour d'elles, permettant aux enseignants et aux élèves de travailler en toute quiétude. C'est le cas à l'école primaire de Karama, située en secteur Bumbogo, district de Gasabo. La directrice de l'institution, Ndukuzimana Aline, se réjouit de pouvoir disposer de cette infrastructure qui permet de suivre de près la discipline et la ponctualité des élèves. Une étude de l'Office rwandais de la gouvernance, RGB, en sigle et en anglais, basée sur un programme d'auto-surveillance et d'apprentissage entre les provinces et la ville de Kigali, au cours de l'exercice 2023-2024, a révélé une lacune dans la fourniture de services de qualité liée au fait que 20 hôpitaux, 300 centres de santé, 280 secteurs et environ 2000 écoles fonctionnent à travers le pays et ne disposant pas de clôtures séparant ces institutions gouvernementales des domiciles des citoyens ou d'autres lieux de travail. Les directeurs des établissements scolaires tels que Groupe scolaire Gikumba et Épée Carrieri, qui ne disposent pas de clôture autour de l'école, indiquent faire face à de nombreux défis dans le suivi et l'éducation des enfants qui leur sont confiés. Le coordinateur du secteur éducatif dans la ville de Kigali, Nyongabo Eric, a expliqué que tout sera mis en œuvre selon les moyens budgétaires pour doter ces établissements scolaires des clôtures afin de les aider à atteindre cette éducation de qualité comme le souhaite l'État rwandais. Certaines clôtures autour des écoles publiques et privées ont été construites en collaboration entre les écoles et les parents, mais en 2022, le ministère de l'Éducation a suspendu le programme en raison des prétendues lacunes dans certains domaines. Toutefois, les écoles qui avaient déjà commencé la construction ont été autorisées et ont été invitées à indiquer l'emplacement de ces projets afin que les autorités compétentes puissent déterminer si elles sont autorisées à poursuivre avec la construction de ces clôtures.
Les membres du syndicat des travailleurs de l'hôtellerie et du tourisme, ainsi que le syndicat des travailleurs en milieu de beauté, ainsi que des étudiants et des travailleurs de ces secteurs ont visité le mémorial de Kigali Gisozi et ont été informés de l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Il s'agissait d'un événement précédé d'une procession commémorative qui a commencé à Kinamba et s'est dirigée vers le mémorial du génocide de Kigali à Gisozi, où ils se sont inclinés et ont déposé des gerbes de fleurs sur les tombes de plus de 250 000 victimes du génocide. Les étudiants en coiffure et en beauté disent qu'ils vont partager l'histoire qu'ils ont apprise avec les autres. Les anciens ont amené les jeunes à visiter le mémorial de Gisozi, affirmant qu'ils continuent à affronter l'idéologie du génocide. Nila Tsindaflora, secrétaire générale du syndicat des travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration, des bars et du tourisme, a expliqué qu'il est important de commémorer. Les membres de ces deux syndicats, comme beaucoup de ceux qui visitent le Rwanda, démontrent qu'ils ont le devoir de connaître son histoire et de l'expliquer à ceux qui ne la connaissent pas. C'est pourquoi ils ont organisé cet événement pour commémorer le 31e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis. Une délégation des participants à la conférence internationale sur la sécurité ISCA a visité ce mercredi le mémorial du génocide de Kigali ainsi que le musée de la campagne de libération du pays et d'arrêt du génocide. Ils ont exprimé le souhait que d'autres pays s'inspirent du Rwanda afin que de tels événements ne se reproduisent plus jamais en Afrique. Ces visiteurs ont également lancé un appel aux dirigeants africains afin qu'ils tirent des leçons de cette sombre période de l'histoire rwandaise marquée par le génocide perpétré contre les Tutsis et qu'ils œuvrent pour prévenir tout risque de génocide en Afrique. Très impressionné et bouleversé surtout par l'immensité de l'horreur qui a été commise ici par des Africains, par des frères africains. Je me suis rendu compte que le peuple rwandais a fait un effort impressionnant pour se reconstruire, pour oublier et pour construire l'avenir. Et actuellement, ce qu'on voit dans la ville de Rwanda, de Kigali, est très impressionnant. D'abord, c'est très difficile, une journée comme celle-ci, quand on a visité le monument au génocide et tous ces monuments historiques, c'est difficile de pouvoir s'exprimer, surtout pour quelqu'un comme moi qui, à l'époque, était dans la région. C'est très émouvant, mais en même temps, une satisfaction de voir la capacité du pays, de son gouvernement, de survivre, de se reconstruire avec succès et des infrastructures ultramodernes, des visiteurs à l'aise physiquement, même si émotionnellement et mentalement ils sont détruits face à un génocide. Donc c'est une impression extraordinaire et je remercie ceux qui m'ont invité de me donner cette occasion de voir le passé, mais surtout la construction et la préparation de l'avenir qui ne peut évidemment pas se faire sans ce passé douloureux, tragique et que ce pays a connu. Les entrepreneurs locaux du secteur de la technologie, de l'information et de la communication réclament un meilleur accès aux appels d'offres publics au lieu de privilégier les entreprises étrangères. Ils estiment que cela leur permettra de se développer, de conquérir des marchés internationaux et de contribuer significativement aux objectifs de développement national. Le récit. Lors d'une réunion regroupant des prestataires de services en technologie de l'information et de la communication, l'autorité rwandaise des marchés publics et la fédération du secteur privé, une question clé a été soulevée. Comment offrir davantage d'opportunités aux entreprises rwandaises dans le marché public? Les participants à la réunion ont suggéré que lorsque des entreprises étrangères remportent des appels d'offres, qu'elles soient tenues de s'associer à des entreprises locales afin de soutenir le renforcement des capacités nationales. Nous devons commencer par voir si nous avons des compétences locales avant d'aller les chercher ailleurs.
Même si les sociétés étrangères obtiennent des marchés, il y a possibilité de leur demander de travailler avec des acteurs locaux. Cela pourrait permettre non seulement de faire vivre les entreprises locales, mais aussi de laisser des compétences dans le pays. L'objectif de la NCT2 est d'accroître significativement le taux d'épargne nationale en les faisant passer de 12,4% du PIB en 2023 à 25,9% d'ici à 2029. Sachant que plus de 70% des investissements privés devraient provenir du secteur financier national, Kimenyi Aimable, deuxième vice-président de la Fédération rwandaise du secteur privé, estime que les entreprises rwandaises dans le domaine des technologies de l'information et de la communication devraient bénéficier des mêmes chances que des entreprises étrangères pour qu'elles puissent aussi se développer. Dans le cadre du programme national NCT2, les jeunes entreprises nationales ne pourront pas se développer si elles n'obtiennent point de marché. Nous devons aider ces startups à se développer. Nous, au niveau de la Fédération rwandaise du secteur privé, nous faisons tout pour aider ces startups à se développer dans tous les domaines. Et nous appelons tous les partenaires à faire de même. Francine Gatalaïa, responsable du projet d'approvisionnement électronique au Mukyo, a souligné les nombreuses opportunités qui s'offrent aux entreprises locales du secteur des technologies de l'information et de la communication, y compris les petites entreprises. Elle a conseillé aux entrepreneurs de ces secteurs d'identifier les domaines dans lesquels ils peuvent solliciter les aides. Ceux qui sont dans le domaine de la construction estiment que les sociétés étrangères ne devraient pas se mettre en compétition avec des entreprises locales pour des projets de moins de 10 milliards de francs rwandais. Et demande aussi aux grandes entreprises de ne pas entrer en compétition avec les petites pour des petits marchés. Cela permettra à tous d'avoir accès aux appels d'offres et ainsi de pouvoir grandir. Un rapport de la Chambre des technologies de l'information et de la communication, dépendant de la Fédération rwandaise du secteur privé, indique qu'entre janvier 2016 et septembre 2024, 10 906 appels d'offres ont été lancés dans le secteur des technologies de l'information et de la communication auprès de 212 entreprises et que 2622 contrats ont été attribués à des entreprises du secteur pour un montant total de plus de 2729 milliards de francs rwandais. L'agence rwandaise des radiodiffusions RBA a attribué le plus grand nombre d'appels d'offres, 572, suivi par les services correctionnels du Rwanda avec 488 et l'Office rwandais des recettes avec 361 appels d'offres. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.